Sambat est l'un des derniers pêcheurs nomades du Tonlé Sap. Il déplace sa maison flottante et sa famille une dizaine de fois par an à la recherche des meilleures zones de pêche. Je bouge en permanence. On navigue depuis 1 heure et on n'est qu'à la moitié du chemin. Un nomadisme qui lui permet de s'adapter aux métamorphoses uniques au monde du plus grand lac d'Asie du Sud-Est. 6 mois par an, sous l'effet de la mousson et de la crue du fleuve Mékong qui l'alimente, le Tonlé Sap, au Cambodge, multiplie sa superficie par 5. Il déborde et engloutit un territoire aussi vaste que l'île de France. Des cultures, des forêts entières, sous 7 mètres d'eau. 1 million de personnes habitent sur le lac, dans des villages flottants ou des cités lacustres juchées sur pilotis. À la saison sèche, comme sur ces images, l'eau se retire, découvrant des rues, des rizières, des champs. Un mode de vie millénaire menacé aujourd'hui par le réchauffement climatique, par la pollution et la construction de barrages, ainsi que la tentation du tourisme de masse, au risque de transformer le Tonlé Sap en parc d'attractions. Sambat, le pêcheur nomade, vient de jeter l'ancre pour quelques semaines dans cette forêt inondée. Sa maison est amarrée à la cime des arbres. « 100 mètres carrés de bois et de tôle que se partage cette famille de 8 personnes. Sa femme, ses enfants, sa sœur et son bébé. Nous avons la liberté de vivre dans différents endroits. Alors qu'à terre, une fois installés, les gens ne peuvent plus bouger. Lui aussi, il veut se baigner du coup. N'allez pas trop loin, c'est compris? Mon bébé est déjà tombé 1 fois. On a eu très peur. C'était il y a 3 mois. C'est son oncle qui surveillait. Il me disait « Laisse-le jouer au bord, s'il tombe, je l'attrape tout de suite. » Et ça n'a pas raté. Il est tombé et on a dû plonger pour l'attraper. J'ai même bu la tasse. La famille a l'électricité gratuite, grâce à cette batterie de voiture alimentée par des panneaux solaires. Et même Internet via la 4G. Une vie en quasi-autosuffisance. Ici, tout vient du lac. J'ai fait des boulettes de poisson et des crevettes sautées à la poêle. Les enfants, à table! Il est minuit. Avec son fils Visheka, 15 ans, Sambat part remonter les filets qu'il a posés dans l'après-midi. Tout le monde dort, mais pour nous, c'est l'heure d'aller chercher à manger. Comme les oiseaux de nuit. 2 kilomètres de navigation. On n'y voit rien. Vishka, attention de ne pas cogner contre les troncs. Ils ont posé leurs filets au milieu de la végétation qui sert d'abri aux poissons contre la chaleur. Même en pleine nuit, l'eau ici dépasse les 25 degrés. Pourquoi vous pêchez la nuit? Sinon, les poissons vont pourrir. Hors de question d'en perdre un seul. Sambat en pêche selon lui 5 fois moins qu'il y a 20 ans. Plusieurs espèces ont disparu. Quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup, c'était abondant. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de poissons. Selon plusieurs études scientifiques, une centaine de barrages hydroélectriques construits sur le Mékong, en Chine, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, empêcheraient la migration de nombreuses espèces. T'as remonté ton filet, toi? Oui, j'ai rien du tout. Et toi? À peine 10 poissons.
C'est déjà pas mal. Pêcheur, c'est plus une vie. On a vraiment un mauvais karma. Afin que personne ne vole ses filets, Sambat et son fils passeront la nuit sur place. Prends la moitié de la natte. Je mets la tête ici et toi là-bas. C'est comme ça qu'on dort dans la barque. Aux aurores, il relèvera à nouveau ses filets. Il me faut 10 kilos. C'est le minimum pour amortir le prix de l'essence et avoir de quoi nourrir ma famille. 7 heures du matin. Retour à la maison. Viens par là. La pêche est bonne. Ça fait 9,5 kg. Passe-moi le panier, s'il te plaît. Comme d'habitude, c'est Kimran qui va se charger de la vente du poisson. C'est toujours les femmes qui vendent. Pourquoi? Parce que nous savons marchander, on impose nos prix. Les hommes, même si on leur impose un mauvais prix, ils n'osent même pas négocier. C'est vrai ou pas? Direction Précantel, à 15 minutes de navigation. Un village flottant d'une centaine de maisons qui se sont rassemblées ici il y a 2 ans. Des pêcheurs, quelques commerçants, parmi eux, le grossiste en poissons. Passe-moi ton panier. Ça, c'est des keng. Ils sont à 86 centimes d'euros le kilo. Kimran n'aura pas à marchander. Avec le mauvais temps, peu de pêcheurs sont sortis. Le poisson est rare, les prix grimpent. 40 centimes de plus au kilo cette semaine. Avec les 9 kilos que mon mari a pêchés, ça nous fait 12 euros, une fois qu'on aura payé le carburant. Je vais vous acheter des bonbons pour les enfants. Pour Kimran et son mari, des revenus irréguliers mais confortables. Tiens, prends-en 5. Dans un pays où le salaire mensuel moyen plafonne à 120 euros. Sur le lac Tonle Sap, seuls ceux qui peuvent encore se payer du carburant ont conservé un mode de vie nomade. Les autres ne peuvent plus suivre le poisson au gré des saisons, ni déplacer leur maison flottante. C'est à la rame que Ross, 62 ans, remonte ses filets, aux abords de son village, Prektoal. Avant, on pêchait des poissons. Maintenant, je ne remonte plus que des escargots. D'habitude, j'en ai quand même plus que ça. Pour une fois qu'on me filme. Et en même temps, hier, je n'ai rien eu non plus. C'est un campléane. On ne peut en faire que de la pâte de poisson fermentée ou des appâts. Ça se vend à peine 25 centimes le kilo. À cet endroit, avec le réchauffement climatique, le niveau du lac est si bas à la saison sèche, parfois moins d'1 mètre, que les poissons n'ont plus assez d'oxygène. Ross se nourrit du coup de tout ce qu'il trouve. C'est un serpent de nénuphar. Lui, il ne mord pas. On le fait sauter à la citronnelle ou en bouillon avec de la marijuana. Les gens en sont fous. Celui-là, par contre, n'est pas comestible. La chair n'est pas bonne. Quand il est gros, c'est qu'il a des œufs et on garde les œufs. Mais là, non. Les bons jours, Ross parvient à tirer 1 euro de la vente de ses poissons. Mais la plupart du temps, il ramène à peine de quoi nourrir sa famille. Il vit avec son épouse et leurs 2 enfants. Hé, Shana, viens nous aider à trier les poissons. Mais j'ai mal aux mains. Sinon, tu n'auras rien à manger. Bon, laisse tomber si tu as mal à la main. Même si cette pêche ne vaut quasiment rien, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Pour gagner un peu d'argent, Chouop mise sur son poulailler flottant. J'ai 8 volailles, des poules et des canards. Il n'y a pas d'œufs aujourd'hui. Elles n'ont rien pondu. Quand elles pondent, je garde les œufs, jusqu'à ce qu'ils éclosent.
Et je vends les poussins. 75 centimes d'euros le poussin. Chuop cultive également un potager flottant. Elle utilise ces plantes de la famille des mimosas pour faire des potages. Tu peux t'approcher un peu? Quand l'épicier du village passe devant chez elle, elle ne prend que le strict nécessaire. Donne-moi 1 litre d'huile. 1 litre d'huile, d'accord. C'est un demi-litre par bouteille? Oui, c'est tout ce qu'il me reste. Qu'est-ce que tu me tends là? C'est de la soupe de poisson. Non, ça j'en veux pas. Il vend super cher ses produits. C'est beaucoup plus cher qu'en ville. C'est plus difficile qu'avant. Je vends 2 fois moins. Il y a des gens qui ne viennent plus du tout. Même si les enfants me réclament quelque chose, je dis non. Je refuse d'acheter à crédit. Les enfants ont dû s'habituer à ce que les serpents pêchés par leur père deviennent l'aliment principal. Les connaisseurs savent que c'est très bon à manger. Tu aimes ça, toi? Oui, C'est bon? oui. Surtout en soupe et en sauté. Et grillé dans des feuilles de bananier. Seule fenêtre sur le reste du monde, cette télé. Tu regardes souvent le foot? Non, j'y comprends rien. Pour Shenda, 10 ans, et son grand frère Shana, 13 ans. Du football, des sitcoms thaïlandais et des publicités. Leur vie ne ressemble pas à la mienne. Tu aimerais vivre comme eux? Oui, Shana est bon élève. Plus tard, il aimerait devenir enseignant. je vais à l'école en bateau, mais il ne vient pas toujours me chercher. Des fois, je ne peux pas y aller. La navette scolaire coûte 50 centimes d'euros par jour. Somme que ses parents peuvent payer grâce aux 40 euros mensuels d'aide sociale. On a une seule barque qui sert pour la pêche. Si on emmène notre enfant à l'école, on n'a plus rien pour aller chercher à manger. Ce jour-là, Shana attendra la navette en vain. La météo rend la navigation dangereuse. Nous profitons d'une accalmie pour l'emmener nous-mêmes à l'école. Elle est où ton école? Elle est plus haut, sur la rive. Je te la montrerai quand on s'approchera. Tu ne vas pas être en retard? Ça va aller. Tu dois y être à quelle heure? Les cours commencent à 13h. Au Cambodge, la scolarité est gratuite et obligatoire de 6 à 14 ans. Dans ce village, l'école est l'un des seuls bâtiments en dur. Regarde, c'est là. Je te dépose où? Tu peux te garer devant. L'établissement accueille 400 élèves, du CP à la 3e. Vorn Pisi, 38 ans, est le directeur de l'école. Ne rame pas sous la pluie, tu vas tomber malade. Il me voit ou pas? Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez balayer votre classe en attendant. Un balai chacun et au boulot. Jusqu'à l'arrivée de votre professeur. Vous n'avez rien à faire dehors. Dans la classe de Shana, le professeur n'est pas encore arrivé. On ne sait pas encore s'il va venir. On n'arrive pas à le joindre. En temps normal, on demande à un élève d'aller chercher le professeur. Mais aujourd'hui, avec la météo, ça ne va pas être possible. Seuls 2 professeurs sur 10 seront présents. Ah, voilà une classe qui a cours. 12 moins 7, il reste combien? 5. Vous êtes si peu nombreux? C'est pas terrible. Vous direz à vos camarades que les vacances sont finies. L'examen du 2e trimestre approche. S'ils ne viennent pas, ça va être difficile pour eux. Ici, le niveau scolaire est très bas. Quand ils arrivent au lycée, ils ne peuvent pas suivre et du coup, ils arrêtent. Ce jour-là, l'absentéisme est d'autant plus marqué que le village est en deuil. De nombreuses familles sont aux obsèques de Madame Ho, décédée d'un cancer de la thyroïde à 53 ans. Avec son mari Sean, pêcheur, elle avait 8 enfants. Tourne la tête.
Conformément à la tradition bouddhiste, religion d'État au Cambodge, tous les proches de la famille se rasent la tête en signe de deuil. Tu peux aller te rincer. Les villageois se rassemblent devant la maison de la défunte et sont conviés à la cérémonie. La toilette mortuaire se fait avec l'eau du lac et en public. Ma grande sœur, que ta prochaine vie soit plus longue. Les bouddhistes croient en la réincarnation. La famille place de l'argent dans la bouche de la défunte pour qu'elle ne manque de rien dans son voyage vers sa prochaine vie. Le corps est ensuite conduit à la pagode pour y être incinéré. Pour que l'esprit de la défunte retrouve le chemin qui mène à son ancienne maison et puisse rendre visite à sa famille, sa fille jette du riz soufflé par-dessus bord. Dans quelques années, les esprits des anciens reconnaîtront-ils encore leur lac? Car le Tonlé Sap ressemble de plus en plus à une déchetterie flottante. Faute de collecte des ordures et de retraitement des eaux usées, la pollution impacte la santé de tous les habitants, y compris des plus jeunes. Maman, il va avoir froid le bébé. Juan a 28 ans. Elle emmène son bébé d'1 mois et demi à sa première visite médicale. Ce dispensaire est le seul de Kampong Pluk, 4000 habitants. Au Cambodge, les consultations sont gratuites. Vous pouvez me donner votre carte sociale? Mais dans les faits, les soignants exigent toujours une participation. 1,50 € ce jour-là. On va commencer par la peser. 4 kilos. Comme en France, les bébés sont vaccinés avant leurs 2 mois. Allez mon chéri, ça va aller. Votre enfant a des boutons, ça doit le démanger. C'est à cause de l'eau avec laquelle vous le lavez. L'eau du lac n'est pas propre. Il faut utiliser du savon pour éviter les démangeaisons. La majorité des enfants ici ont ce genre de problème. Cette petite-là a carrément des abcès. Nous n'osons pas y toucher. Nous pouvons juste donner des médicaments pour apaiser. La pollution, un fléau qui menace aussi le développement du tourisme sur le lac. 300 000 visiteurs viennent chaque année admirer les villages flottants. Pour ces pêcheurs pauvres, une source de revenus inespérée. Tu vas où? Je vais chercher des clients. Mout a 49 ans. Désormais, sa barque ne lui sert plus à remonter les filets, mais à promener les touristes. Comme elle, ils sont nombreux à Kampong Pluk à s'être reconvertis. On tire au sort pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. J'ai le numéro 3, je suis super contente. Et moi, le numéro 9. Je ne vais pas devoir attendre trop longtemps pour ma première visite. L'homme qui accueille les visiteurs est un ancien instituteur. Venez ici. 2 personnes par bateau. C'est lui qui a créé ce business. Une promenade en barque et un grand frisson. 3 € pour nourrir les crocodiles. Les premières clientes de Mout, 2 amies australiennes, Rachel et Megan, 2 institutrices. C'est très serein, apaisant. Il fait un peu plus frais, non? Je n'avais jamais vécu une telle expérience. C'est calme, c'est beau. Sur les 10 € que paient Rachel et Megan, 4 € reviennent à Mout. Elle fera 3 promenades ce jour-là, 12 €. L'équivalent pour elle d'1 semaine de pêche.
Muriel, 70 ans, vient de trouver son petit coin de paradis. Salut Emmanuel. Un coin très fréquenté par les Français. Et bienvenue à bord. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va ma belle. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait très plaisir de te voir. Donc là, on va aller se promener vers l'île du Serpent, quelques petites heures de balade. Cool. Et on pourra aller se baigner aussi vers Copouf. Ok. 30 minutes de navigation pour atteindre l'île du Serpent, habitée, comme son nom l'indique, par quelques reptiles et des autochtones qui pêchent une spécialité locale, le crabe de Kep. Des familles khmer qui n'ont pas trop l'habitude de voir débarquer des étrangers. C'est vraiment le village de pêcheurs. Et j'aime bien, parce qu'au moins c'est de l'authentique. Very rich, hein. Ça? Elle est belle comme tout. Les Antilles, la Grèce ou le Vietnam, Muriel a voyagé partout dans le monde et partout où elle passe, elle essaye d'apprendre la langue. Et si je veux demander combien ça coûte le kilo? Alors, Kulkai, Pullman, Alors en fait, tu mets le kilo d'abord. alors, Moi kilo, moi kilo, Klai Pullman. Klai Pullman. Le secret, c'est d'apprendre 2-3 mots par jour. Au bout de 6 mois, 1 an, tu as déjà suffisamment de vocabulaire pour expliquer une situation si tu n'arrives pas à avoir le terme précis. Ça fait partie des premières pages de ma nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour moi, c'est une autre aventure, j'apprends encore autre chose. Et moi, je ne terminerai jamais d'apprendre, quoi que ce soit. Muriel n'est pas ici en vacances. Elle a décidé de commencer une nouvelle vie et de s'installer à Kep, une petite ville au sud du Cambodge, loin des spots touristiques que l'on trouve en Asie du Sud-Est. Ici, les plages sont encore désertes. La température oscille entre 28 et 35 degrés toute l'année. Et l'air y est réputé comme le plus pur du pays. Un petit coin secret entre mer et montagne que Muriel a découvert grâce aux bouches à oreilles. La retraitée française est arrivée il y a 3 jours. Pour vivre ici, on ne lui demande rien d'autre que de payer les frais de visa, 200 € par an. Elle vient d'emménager dans cette petite maison. Alors c'est le bazar, mais j'aime bien. Je m'y retrouve quand même. Hein. Oui, je m'y retrouve quand même, plus ou moins. Après avoir perdu son mari Guy dans l'accident de l'usine AZF en 2001, cette ancienne infirmière a décidé de prendre sa retraite anticipée et de quitter Perpignan pour voyager à travers le monde. Elle vit avec 15 mètres cubes de souvenirs et sa pension de 690 € par mois. Ma petite assiette de côte à eau. Je fais pas de folie. Non, je peux pas suivre sinon. Mais je vis. Et en France, vous feriez quoi avec 690 Ah bah, je dormirais sous les ponts. Ah non, parce qu'en France, j'avais la voiture, j'avais l'assurance, j'avais ceci, j'avais cela. Le chauffage, en France. Ici, j'ai pas de chauffage. Pas de chauffage et seulement 150 € de loyer par mois pour cette maison de 80 mètres carrés. En 3 jours, Muriel connaît tout le quartier, ou presque. Salut Eric. Non, c'est pas Eric, lui, c'est Michel. Salut Michel. On n'a pas une vie facile, hein. Non mais tu es là, toi? Je crois qu'il y avait une baraque là-bas au bout. Comme Muriel ou Michel, ils sont déjà près d'une centaine de Français à s'être installés dans cette ville de 4000 habitants. Un coin de paradis qui depuis des années entretient un lien étroit avec l'Hexagone. La station balnéaire a été créée au début du XXe siècle, alors que le Cambodge est sous protectorat français. L'endroit est baptisé Kep-sur-Mer, une plage merveilleuse où il fait bon vivre, à en croire les cartes postales de l'époque. Un mélange de Saint-Tropez et de Deauville, où l'on vient se pavaner pendant les vacances. Le petit village de pêcheurs
devient la station balnéaire la plus prestigieuse d'Indochine. Une destination en plein essor jusqu'en 1975. Le 4 avril de cette année-là, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Ils envoient la population dans les rizières et exécutent tous les intellectuels du pays, pillant et détruisant ce qui rappelle le capitalisme. Kep, transformée en cité fantôme, devient une de leurs bases arrières, jusqu'à leur départ en 1998. Aujourd'hui, le capitalisme a repris ses droits. La ville renaît doucement de ses cendres et n'attire pas que des retraités. On va se mettre là. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Christophe Dorier, 42 ans, a débarqué en 2015 avec sa femme Natacha et leurs 3 enfants. Thomas, 17 ans, Raphaël, 14 ans et Anaïs, 9 ans. Il y a aussi Jean-Marie le papy, arrivé en renfort il y a 9 mois. Pour le petit déjeuner, ils ont troqué café et croissant contre une soupe façon khmer. Il y a du bœuf bouilli avec pas mal de petits piments, mais c'est épicé très légèrement. Avant de s'installer en famille, à 10 000 km de la France, Christophe vivait dans cette maison à Rouanac, dans la Drôme. Il y tenait une charcuterie à la ferme. Après être venu une première fois en vacances, en janvier 2015, le couple tombe amoureux de Kep et débarque 9 mois plus tard avec une grosse valise, les enfants et toutes leurs économies, 20 000 €. Au Cambodge, 500 € suffisent pour lancer un commerce et obtenir un permis de travail. En quelques jours, le Français ouvre son magasin, le Cochon de Kep. La greffe prend aussitôt. Même si les affaires marchaient plutôt bien en France, Christophe avait atteint ses limites. 70 heures par semaine et puis qu'il ne vous reste pas grand-chose à la fin du mois. Enfin, par rapport au travail que l'on fait, par rapport au retour des clients qu'on a, qui sont très satisfaits. Et voilà, donc on n'a pas on a le salaire de la peur, comme on dit. Natacha, vous avez été séduite tout de suite par Kep? Moi, j'ai passé les vacances et je lui dis, t'es sûre de ton choix, tu as arrêter le boulot en France, venir ici, il faut pas regretter. Donc c'est le grand saut alors? Le grand saut. Soyons fous, j'ai 40 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc je dis, si j'ai envie de voir autre chose. Parmi ses clients, un peu de Cambodgiens, mais surtout des Français expatriés. Comme Noël, une Varoise qui a déniché ici son petit péché mignon. La copa, elle est excellente. Elle n'est pas trop salée, elle est très bonne. Ah oui, elle fait aussi des quenelles. Ce qui est bien, parce que moi j'ai toujours mangé des quenelles en boîte. Alors que là, Madame la bouchère, elle les fait fraîches et elles sont excellentes. Ça fait pas longtemps qu'on les fait. Ça fait un petit mois maintenant qu'on les fait, ça part bien. Au Cambodge, la viande de mouton est rare. Christophe a donc inventé les porguaises. Maintenant, on va aller dans la caverne d'Ali Baba. Il s'approvisionne auprès d'éleveurs de porcs locaux. Mais c'est lui qui assure toutes les préparations. Donc voilà le séchoir. Pas facile de faire de la salaison dans un pays où le taux d'humidité frise souvent les 90%. Au début, j'avais mis juste ma clim ici, mais elle ne me descendait pas assez en hygrométrie. Donc après, j'ai mis une ventilation ici entre et une petite ventilation qui se déclenche par intermittence. Donc là, je suis vraiment au top sur l'hygrométrie. La réputation du charcutier français a franchi les limites de la ville. Christophe compte des clients à Kampot, une ville touristique des environs, et même à Phnom Penh, la capitale, à 180 km de là. La charcuterie le matin, sur la route l'après-midi, le Français a trouvé son équilibre de vie. Il s'est même adapté à la conduite locale. Bah oui, on va l'avertir qu'on est là quand même. Mais la circulation, c'est, comme dit un copain, c'est PlayStation. Il faut être vraiment, vraiment très vigilant de partout.
regarder ce qui se passe derrière, devant, sur les côtés. En fait, ils forcent toujours la priorité. Le charcutier se dégage un peu plus de 1 000 € de revenus chaque mois. C'est moins que ce qu'il gagnait en France, mais 4 fois plus que le salaire moyen dans le pays. Le coût de la vie au Cambodge est l'un des plus bas du sud-est asiatique. 2500 riels. 62 centimes l'ananas entier. Pareil, les aubergines, 62 centimes le kilo. Christophe, qui n'avait jamais voyagé en dehors de la France, ne parlait pas anglais en arrivant. Il s'est mis directement au Khmer. Vous avez besoin de poulet? D'accord. Vous avez acheté des gâteaux? Si les parents se sont parfaitement adaptés à la vie locale, ce n'est pas le cas de toute la famille. Même s'il donne un coup de main à la charcuterie, Thomas, 17 ans, passe beaucoup de temps devant la console de jeu. Il attend de rentrer en France pour passer un CAP de vente. Bon, Anaïs, on y va? Allez, t'es prête? T'as envie de travailler ce matin? Oui, ça va aller? À l'école du village, les cours sont dispensés en khmer. Jean-Marie le papy s'improvise donc instituteur de CE2 pour la petite dernière. Marque juste Paul 13 billes, ça suffit. Voilà, et maintenant tu te dis que Mathieu en a 2 fois plus. Quant à Raphaël, 14 ans, il accourt au beau milieu de la forêt tropicale, chez Benoît. Cet ex-prof d'anglais à Lille, venu en vacances à Kep il y a 6 mois, n'en est jamais reparti. Les parents lui versent chaque mois 240 € pour chaque enfant. Le prof encadre 5 élèves, de la 6e à la seconde, en s'appuyant sur les cours par correspondance du CNED. Donc là, tu avais bien avancé hier sur Grenoble, tu vas continuer sur Grenoble et les métropoles. Cet après-midi, on continue avec les fourberies de Scapin, avec l'ordre au subjonctif présent. Alors, une ligne droite, on l'appelle une droite, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a, cette droite? Des conditions qui pourraient faire rêver plus d'un collégien. Sauf qu'ici, tous les élèves semblent atteints du mal du pays. Qu'est-ce qui te manque de la France? Tout. Surtout les grands magasins, parce qu'au Cambodge, quand on veut trouver quelque chose, il faut aller dans d'autres pays, parce qu'ici, on ne trouve rien. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Mes copains. Ici, on connaît personne, on parle pas la langue, donc c'est difficile de se mêler aux autres, de parler, de sortir. Je peux pas sortir, par exemple. Si pour les ados, l'adaptation est parfois difficile, elle l'est beaucoup moins pour les adultes. Ce soir, Muriel, la retraitée, est de sortie avec sa copine Lily, une Française propriétaire d'un hôtel en ville qui lui a fait découvrir Kep. Elles ont rendez-vous au Riviera, où chaque mois, la communauté française se retrouve pour une soirée couscous. Bonjour. Bonsoir Lily. Je m'appelle Muriel. Daniel. Et Lily. Bonsoir. Oui, je me rappelle de vous, c'est déjà vu. On s'est déjà vu. Oui. En quelques minutes, la globe-trotteuse est comme un poisson dans l'eau. Ça va là. Tu es enchantée. Merci. La grenadine. Pour arrondir ses fins de mois, Muriel va bientôt ouvrir avec sa copine une boutique de phytothérapie, sa passion. À la première occasion, Lily essaye de la placer. Je te présente Muriel, qui est une nouvelle arrivée à Kep. Jean-Pierre. Voilà, qui est une amie à moi, qui est phytothérapeute. Ah bon? Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a piqué derrière. Ah, c'est enflé, ouais. Je sais pas ce que c'est. Alors, de l'argile, mélangée à du vinaigre et un cataplasme toute la nuit. Ah bon? Avec toutes les vieilles peaux qu'on a là, on va avoir du boulot. Pas d'impôt sur le revenu, un taux de croissance de près de 7%. Le Cambodge a tout d'un Eldorado. Pourtant, moins d'un étranger sur 2 réussirait à pérenniser son affaire. Car ici, pour espérer faire fortune, il faut surmonter de nombreux obstacles.
Nathalie et Guy Poré ont eux aussi eu un coup de foudre pour le pays. C'était en 2012. Tous les matins, on ne revient pas de la beauté du site, quoi. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs quand on se réveille, c'est ouvrir les rideaux, regarder. Et on se dit qu'on a de la chance quand même, c'est formidable. Ce Belge de 66 ans et cette Bretonne de 54 ans vivent à 25 km de Kep. Ils sont propriétaires d'une plantation de poivre de Campote, une épice réputée dans le monde entier. Sur une superficie de 20 hectares, ils ont planté 44 000 poivriers. Une ferme bio qui emploie une centaine d'ouvriers, nourris et logés pour la plupart. Tous sont rémunérés 200 € par mois, 50 € de plus que le salaire moyen dans le pays. Fous de cuisine, Nathalie et Guy avaient goûté ce poivre dans des restaurants gastronomiques, mais ils n'avaient aucune connaissance de sa culture en arrivant au Cambodge. Guy était PDG d'une grande entreprise informatique. Avec sa femme, il avait envie d'un nouveau challenge. Alors il a investi ici une partie de sa fortune, plusieurs millions d'euros. On a acheté les terrains au fur et à mesure. Au début, on avait une toute petite surface qui faisait 5 ou 6 hectares. Et ensuite, on a acheté par morceaux ce qui se présentait, puisque à partir du moment où on s'est montré acquéreur de surface, les gens sont venus assez spontanément vers nous. Ok, allez, on y va. 2 ans après la première récolte, Guy et Nathalie exportent la moitié de leur production. En France, en Russie, à Singapour ou aux États-Unis, comme ce chargement qui part à Boston. Une aventure qui n'aurait pu voir le jour sans un détail important. Pour acheter des terres, le couple a dû obtenir la nationalité cambodgienne. Un privilège payant. Chacun a dû s'engager à investir un minimum de 500 000 $. Et ce n'est que la première condition. La deuxième condition, c'est de parler la langue. Donc, parler la langue et de l'écrire. Alors, parler, on arrive encore, on se débrouille un peu. L'écriture, je ne suis pas certain qu'on ait passé le test avec succès, mais ils ont été assez sympathiques sur la question. Guy et Nathalie ont aussi cofinancé, pour quelques milliers de $, la nouvelle édition d'un livre sur la famille royale. En remerciement, ils ont été invités au palais par le roi Norodom Sihamoni, en personne. Le couple s'est aussi montré généreux dans le village d'à côté. À l'école, ils ont doublé le salaire des enseignants en le passant à 300 $ par mois pour que les cours soient dispensés toute la journée. Vous êtes vu comment ici dans le village, alors comme le sauveur du village un peu? On se pose rarement la question déjà d'une part, mais on est perçu comme étant des gens qui viennent apporter les conditions matérielles au développement de leurs études. Pas le sauveur, je crois que c'est un terme un peu fort, mais on est là pour les accompagner, on est là pour les aider, pour les orienter, et on est perçu comme ça, enfin c'est mon sentiment en tout cas. La plantation de Guy et Nathalie devrait être rentable d'ici 1 an. Les autorités cambodgiennes, qui voient d'un très bon œil cet afflux d'argent étranger, cherchent aussi à attirer les touristes dans la région de Kep. Et cela fait les affaires de Laurent Chabot, un Savoyard de 50 ans. Arrivé à Kep il y a 6 ans, il voit la région se transformer à vue d'œil. Cette route va être goudronnée, va être éclairée. D'ici fin 2019, tout le tour du parc national de Kep sera en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Laurent est promoteur immobilier. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, un Français. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous allez bien? Oui, je vous remercie. J'aimerais vous remettre le permis de construire pour votre villa. On peut se retrouver dans 10 minutes au Parkview? Associé à un homme d'affaires cambodgien, il commercialise actuellement un programme de 14 villas à la sortie de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? L'un de ses clients, monsieur Jean, est retraité. Il a vendu sa crêperie dans les Yvelines.
Lui et sa femme, une Cambodgienne de 30 ans sa cadette, ont craqué pour cette maison. Ils la visitent pour la 2e fois. Comme vous pouvez le remarquer, une fois de plus dans cette villa, depuis l'entrée, tout est traversant. Avec ce grand volume ici de cuisine, salon et séjour, en open space. Une villa de 260 mètres carrés, décorée à l'occidental, avec 3 chambres. Baignoire en béton ciré, douche balinaise et patio qui donne sur la piscine. En principe, au Cambodge, les étrangers ne peuvent devenir propriétaires d'un terrain que pour 99 ans. Mais la femme de M. Jean étant de nationalité cambodgienne, le couple sera pleinement propriétaire. Il compte s'y installer chaque année pendant les 3 mois d'hiver. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette maison? Tout. Tout. L'environnement, tout. Tout nous plaît. Dès le départ, ça nous a énormément plu. La température, ça vous effraie pas? Il fait chaud quand même ici? C'est ce qu'on cherche, oui, qu'il fasse beau. Ouais. Sur la période janvier, février, mars, c'est bien. Alors pour une maison comme celle-ci, il faut compter quel budget? Il faut compter entre 195 000 euros jusqu'à 240 000 euros selon les options. À Paris, pour 200 000 euros. Un F2? Non. Même pas un studio? Sur les 14 villas, Laurent en a déjà vendu 8 à des Français, des Belges ou des Suisses. Avec son partenaire Khmer, il a déjà investi dans 2 autres projets immobiliers dans la région de Kep. C'est un coin de jungle dense et profond où chante une rivière d'eau salée. Pour rejoindre ce bout du monde, il faut prendre un tuk, la barque traditionnelle au Cambodge. Ces 12 bungalows sont à plus de 30 km du premier village. Michael et Donna arrivent tout droit de Londres. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Bonjour. Tous deux travaillent dans la finance. Et pour leurs vacances, ils ont choisi cet hôtel étonnant. Dépaysement garanti dans un décor soigné. Waouh, c'est notre petit chez nous. C'est super. Ça a l'air très confortable. Et la salle de bain, elle est dingue. Waouh. C'est génial. Ici, rien ne viendra troubler le calme qu'ils sont venus chercher. Comme eux, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le Cambodge, promu nouvelle destination tendance des voyageurs haut de gamme. Une revanche sur le destin pour ce pays d'Asie du Sud-Est. Durant des décennies, cette ancienne colonie française a été le théâtre de massacres et de chaos, avec en point d'orgue le règne sinistre des Khmers rouges, dirigé par Pol Pot, de 1975 à 1979, et l'extermination de 2 millions de personnes, le quart de la population du pays. De guerre en coup d'État, le Cambodge n'est redevenu fréquentable qu'à la fin des années 90. À l'image de sa capitale, Phnom Penh. Elle fut longtemps considérée comme une destination pour amateurs de drogue bon marché et pour pédophiles. Phnom Penh a fait le ménage et regagné une part de son aura d'il y a un siècle, quand on l'a surnommée la perle d'Asie. Une capitale en pleine expansion qui attire les businessmen comme Alexis, un Français de 39 ans. Il est arrivé ici en 2004 avec 10 000 euros en poche. Aujourd'hui, il est devenu le propriétaire de 6 hôtels haut de gamme, comme celui-ci. C'est quoi avant le coup? C'est le ministère du Travail, qui a été racheté par une entreprise privée il y a quelques années et qui était plus ou moins à l'abandon. Et donc l'espace était disponible et on leur a fait une proposition qui finalement a été acceptée. Un havre de paix en centre-ville. Déco sophistiquée, services personnalisés. On est loin ici des hôtels sans âme pour tourisme de masse. Fils de diplomate, Alexis est tombé amoureux du Cambodge après avoir parcouru la planète en travaillant dans l'humanitaire, notamment pour l'ONG Pharmaciens sans frontières.
Désormais, il ouvre un hôtel, un bar ou un restaurant tous les mois. Et il veille au grain, attentif aux moindres détails. Oui, on donne des bouteilles de vin avec un bouchon en liège. Mais il n'y a pas de tire-bouchon, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alexis a également adopté les codes du business au Cambodge. Ici, les salariés sont payés en liquide et en dollars américains. So I'll give you 3,000, right? 3,000. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte en banque, donc on est obligé de payer beaucoup de choses en espèces. On essaie de le faire de moins en moins parce que c'est pas très rigolo de se trimballer. Là, il y avait 3 000 $. Le Cambodge, côté finance, c'est encore un peu le Far West. Alexis a déjà embauché 500 salariés. Mais dans ce pays pauvre où un enfant sur 2 ne va pas à l'école, difficile de trouver du personnel compétent, formé aux standards internationaux. Ce matin, Alexis a rendez-vous dans un autre hôtel pour une mise au point sans concession avec la responsable. See you 2 seconds, please. La veille, à 11h du soir, il a surpris des employés en train de boire de l'alcool devant l'établissement. The staff cannot drink. Même s'ils sont à l'extérieur? They cannot sit somewhere inside. Whether it's on duty or outside of duty, you cannot drink alcohol, I mean. We will not fire anybody or blame any further, but we just put up a warning and we remind the rules. Yes. Aucun écart n'est toléré. Le personnel doit être aux petits soins pour le bien-être des vacanciers. C'est d'ailleurs le travail de Gong Kie, 25 ans. En langue khmer, son prénom signifie petit ruisseau. Elle a commencé ici comme femme de ménage, voilà 4 ans. Aujourd'hui, elle est hôtesse d'accueil. Elle supervise le nettoyage des 14 chambres de l'établissement, comme dans cette suite, avec piscine privée. C'est l'une des plus jolies chambres de l'hôtel. Mais elle nous donne beaucoup de travail, surtout quand il y a un problème avec la piscine. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être très méticuleux. Aujourd'hui, Gong Kie, qui a grandi dans un quartier très pauvre de la banlieue de Phnom Penh, gagne 250 € par mois. 10 fois plus qu'un ouvrier à l'usine. J'ai commencé tout en bas de l'échelle pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis heureuse comme ça, j'ai pas besoin de plus. Ça me va. À chaque nouvel arrivant, Gong Kie présente les chambres. Ces Australiens emménagent dans leur suite à 100 $ la nuit. Qu'est-ce que vous pensez de la chambre, monsieur? Adorable. C'est très grand. Merci. Oh, et on a un balcon aussi. Oui, un balcon privé. C'est splendide. Quand ils ouvrent la porte et disent « Waouh, c'est beau », ça me fait vraiment plaisir. Au Cambodge, le boom du tourisme chic est vécu comme une chance, car ici, la moitié de la population vit avec moins d'1 € par jour. L'an dernier, ce pays de 14 millions d'habitants a accueilli 2 500 000 visiteurs. Pour former ces futures femmes de chambre, concierges ou mitrons, on ne peut compter que sur le bon cœur d'associations, comme Pour un sourire d'enfant. Cette école d'hôtellerie 100% gratuite accueille 800 jeunes Cambodgiens, tous issus de familles très pauvres. Dans cette chambre témoin, on apprend l'art et la manière de tirer les draps au carré. Tends bien le drap. Il ne faut pas de plis. N'enfonce pas trop fort, sinon le matelas va se soulever. Femmes de chambre ou cuisiniers, tous doivent parler l'anglais. C'est d'ailleurs dans cette langue que se fait le briefing. D'abord, vous apportez les assiettes. Ensuite, vous les passez au frigo pour que ce soit bien frais quand on servira les entrées. Paong a 18 ans. Il est en première année, option commis de cuisine. C'est compris? Allez. Tous les jours, Paong et les autres élèves préparent une quarantaine de couverts pour de vrais clients, des touristes de passage et des Cambodgiens qui viennent soutenir l'école. Ma famille est très pauvre, vraiment très pauvre.
Mes parents, ils n'avaient pas d'argent pour m'aider à faire des études. Alors cette école m'a pris en charge. Mon rêve à moi, c'est de travailler dans un hôtel 5 étoiles. Les apprentis cuisiniers apprennent surtout à mitonner des plats occidentaux, car en matière de gastronomie, le touriste en vacances au Cambodge n'est pas du genre aventurier. Aux spécialités locales comme la soupe bobor ou le crabe au pois vert, il préférera toujours un bon tourne d'eau et sa farandole de légumes. En salle, ce sont les clients qui évaluent les prestations des étudiants. Je pense que la présentation est bonne. Les étudiants sont très attentifs. C'est beaucoup plus pro que dans beaucoup de restaurants où j'ai l'habitude d'aller. Ces élèves sont presque assurés de trouver du travail à la fin de leur formation, car le Cambodge cherche à attirer toujours plus d'investisseurs. Ce matin-là, nous retrouvons Alexis, le Français. Direction le littoral, à 4 heures de route au sud de la capitale, vers la seule station balnéaire du pays. Des plages jonchées d'ordures, des problèmes récurrents de corruption, Sihanoukville a mauvaise réputation. Elle reste une destination pour routards. Mais avec la construction prochaine d'un aéroport international, il y a ici d'énormes perspectives de développement qu'Alexis ne veut surtout pas rater. C'est un sable fin ici, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un sable très fin et clair. L'Eldorado d'Alexis est plus loin, les îles du golfe de Siam. L'État cambodgien vient tout juste d'autoriser leur exploitation touristique. Alors Alexis et son associé multiplient les repérages. Toutes celles qui sont accessibles pratiquement et les plus intéressantes, je suis allé de nombreuses fois. Ouais. Nombreuses fois. Celle-ci, je suis allé des dizaines de fois. Ouais. Voilà leur coin préféré. Une crique sauvage qui devient magique au coucher du soleil. C'est une île déserte. Il y a une maison de pêcheurs de l'autre côté, il y a une autre maison côté nord, mais il n'y a que des pêcheurs en fait. Son projet, construire ici une dizaine de bungalows. Mais auparavant, il faudra négocier ferme pour obtenir la concession. Il y a un potentiel très important avec 2 millions de touristes de loisirs au Cambodge chaque année. Ça fait une masse suffisante pour faire tourner un certain nombre d'hôtels comme ça. Oui. Un autre bout du monde que les touristes disputeront bientôt aux pêcheurs de crabes et de dorades. Au Cambodge, on l'appelle Tonle Tom, le grand fleuve. Le Mekong traverse le pays de part en part avant d'aller se jeter au Vietnam, dans la mer de Chine. C'est ce fleuve mythique qu'un groupe de touristes va découvrir lors d'une croisière sur un bateau de 51 mètres et de 24 cabines, l'Indochine. Patrick, 42 ans, ingénieur, et Aurore, 37 ans, agent immobilier, viennent de Clermont-Ferrand. Ils sont en voyage de noces. C'est là. Ce sont leurs amis qui leur ont offert cette croisière. Waouh! Génial! Waouh, waouh, waouh. Incroyable. C'est super, hein, les bureaux. Prix de la croisière. Magnifique. 3 500 € par personne pour 12 jours, vol inclus. Super. C'est impeccable. Le plus important, on va tester. Là, ça va alterner un peu vacances, repos farniente et en même temps excursion, découverte, émotion. Non, ça va être sympa. À bord, il y a aussi Marilène et Jean-Louis, un couple d'Aix-en-Provence fraîchement retraité. Lui travaillait dans l'hôtellerie, elle pour un tour opérateur. Waouh! Il fait frais, c'est agréable. C'est Marilène qui a fait la surprise à son compagnon. Lui, la croisière, ce n'est pas trop son truc. Ah
Waouh, super. C'est quand elle lui a montré le programme du voyage qu'il a fini par être séduit. Moi, je sais que la vie des villages sur l'eau, j'attends ça avec impatience. Déjà, on en a eu un aperçu. C'est authentique. Ça, c'est rare dans les destinations de voyage quand même. Chaque année, 5 millions de touristes viennent au Cambodge. Le plus souvent, ils s'en tiennent à la visite des temples d'Angkor, berceau de la civilisation khmer. La croisière propose un autre visage du pays. 700 km de navigation sur le Mekong. Siem Reap, puis Phnom Penh, la capitale, pour finir à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, autrefois appelée Saigon. Cela fait seulement 15 ans que les bateaux de croisière sont autorisés à traverser ces deux pays, autrefois peu ouverts aux touristes. Chaque année, 50 000 visiteurs descendent ainsi le fleuve. Une clientèle avide d'exotisme, intéressée par un voyage loin du tourisme de masse. Le bateau navigue à 12 nœuds, 22 km/h. Le rythme idéal pour observer la vie sur les rives du 4e plus grand fleuve d'Asie. Ça démarre tôt, ça démarre même avant 6 heures. Là. Et on voit les femmes qui s'activent autour du brasero, les enfants qui se préparent pour aller à l'école, et les gamins, là, ils sont sur les vélos, sur les barques. Effectivement, ils sont tous en uniforme. Ce pays est zen, on a l'impression que les choses coulent naturellement, complètement à l'opposé de notre vie trépidante. L'Indochine, avec son tirant d'eau de seulement 1,60 m, est un des seuls sur les 19 bateaux de croisière qui circulent ici à pouvoir naviguer dans les petits bras du Mekong. Il peut ainsi s'approcher au plus près de la rive et même s'amarrer à un arbre. 2 fois par jour, il y a des excursions incluses dans le prix. Les voyageurs débarquent pour visiter des villages quasi inaccessibles par la route. Si à bord il y a tout le confort moderne, les visiteurs du jour doivent se caler sur le mode de vie des autochtones. Aujourd'hui, c'est le char à bœuf. Confortable ? Ça va, on va voir en roulant comment ça se passe. Ça le fait. Et un petit tapis, mais ça va. Pour 20 minutes, ça va le faire. Direction Tralatler, Des petits phares. un village de 7000 habitants. Avec sa petite pagode, un temple bouddhiste que les bonzes sont en train de rénover. Aurore et Patrick sont particulièrement touchés par cette visite, car le couple est en attente d'une procédure d'adoption en Asie. Cette excursion leur permet de faire connaissance avec les enfants du village. On a eu des fleurs, on a eu plein de dessins. Ça, c'est le petit garçon qui nous a donné ça. Le cadeau qu'ils nous font, c'est une manière de... Je sais pas, moi je le ressens comme un merci d'être venu à leur rencontre. Voilà. Pour assouvir la quête d'authenticité de ses clients, le croisiériste leur propose la visite d'une école. Une fois par mois, cette classe de CE2 fait honneur aux passagers de la croisière en leur interprétant l'hymne national. Ce que les touristes ne savent pas, c'est qu'ils vont devoir eux aussi pousser la chansonnette. Mesdames, messieurs, pour répondre aux enfants, est-ce que vous pouvez chanter une chanson? Pas clair de la ligne, pas cap tam tiré nana. Voilà, 1, 2, 3. Au Cambodge, l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans. Pour remercier l'établissement, l'organisateur de la croisière fournit chaque année toutes les classes en cahiers et en crayons.
Dans le pays, une maîtresse d'école gagne 150 € par mois. Un agriculteur, moins de 100 €. Chaque famille doit donc cumuler plusieurs boulots pour pouvoir survivre. Pour aider les habitants, les voyageurs sont invités à faire une petite donation ou à acheter des produits aux artisans locaux. Grâce à eux, cette dame a gagné 12 $, l'équivalent de 2 jours de travail. Pour nous, tous ces étrangers, c'est une bénédiction. Avec cet argent, on peut acheter à manger et nourrir toute la famille. Leur bateau est l'un des seuls à s'arrêter ici. Et pour ne pas pervertir les relations entre villageois et touristes, le croisiériste change les excursions tous les 3 ou 5 ans. Le navire appartient à Croisi Europe, une compagnie française. 23 membres d'équipage, à 90% cambodgiens. Oh, it's raining over there. I think you should stop. Look, the rain is coming. You better stop. Ils sont sous les ordres de Chantal Aguetan, une lyonnaise de 66 ans, 30 ans de croisière au compteur, en Russie et en Asie. C'est très difficile pour la maintenance parce que, tu vois, dès qu'on fait quelque chose, voilà, ça va faire des espèces de bulles de partout et voilà. Donc il faut recommencer demain. Demain matin, parce que le matin, en général, il n'y a pas de pluie. OK, begin tomorrow again. Les employés sont quasiment tous diplômés d'une école hôtelière locale. Ils sont embauchés en CDI avec 2 mois de congés payés par an. Sini, 28 ans, gagne environ 600 € par mois, 4 fois plus que le salaire moyen au Cambodge. Grâce à ce travail, je gagne de l'argent qui me permet d'aider ma famille. Et surtout, je peux apprendre l'anglais et le français grâce aux passagers que je rencontre sur le bateau. 16 h, le navire met le cap sur Phnom Penh. Avant le dîner, Marilyn s'offre un massage khmer. 30 € pour 1 heure de bonheur dans sa cabine climatisée. Très agréable parce qu'en même temps on navigue et il y a le paysage du Mékong qui défile sous les yeux. Sur le pont, les amoureux ont droit à un spectacle que le programme ne peut jamais garantir à 100%. Il plonge le soleil, il redescend derrière le nuage, la lumière elle n'est plus la même. Dans 5 minutes il a plongé, direct. Aux confins du Mékong et du lac Tonle Sap, l'un des plus beaux couchers de soleil de toute l'Asie. Ce soir, une surprise attend les passagers. Un apéro à la sauce cambodgienne. Bon, venez voir tous. Venez. Là, vous avez des vers à soie. Là, vous avez des criquettes, donc 2 grosseurs de criquettes, des cafards, des migales, et vous allez au moins goûter une pâte de migale, j'espère. Oh. Qu'est-ce qu'il veut manger là? C'est aussi bon petit. C'est délicieux. C'est horrible, il y a les pâtes, il y a tout. Non, il t'a préparé. Il y a des pâtes, Patrick, regarde-moi ça. Il faut lui enlever un petit peu les pâtes. T'enlèves les pâtes et après tu manges le film. Aurore n'y arrive pas. Il est un peu velu. Mais Patrick, son mari, ne fait qu'une bouchée du grillon géant. C'est un goût assez fin. Alors voilà. Ce passager suisse préfère un cafard bien croustillant. Ah bah en tout cas il y a de la protéine, là, ça c'est sûr. De la protéine qui pour certains a du mal à passer. On a l'impression d'avoir un fil qui descend dans la On va gorge vous faire goûter l'alcool. et qui s'allonge. Reste le problème de la migale. Personne ne veut y goûter. Ah non. Spider, no way. You can eat that? Yes. You eat that? No. Ici, on mange ça depuis toujours. C'est pas mal avec un petit verre d'alcool. C'est un peu comme nos biscuits apéritifs. Cela fait 10 ans que ce croisiériste français propose un périple sur le Mékong. C'est l'une des meilleures ventes de son catalogue. Pourtant, au début, les voyages exotiques n'étaient pas vraiment sa spécialité.
À l'origine de la compagnie, un Alsacien de Bischwiller, Gérard Schmitter. En 1976, il décide d'emmener ses clients sur le Rhin pour des déjeuners dansants. Le succès est immédiat. 4 ans plus tard, il achète son premier bateau, l'Alsace 1, et accueille 600 personnes par jour sur la Moselle et le Danube. En 1999, les 4 enfants du fondateur reprennent les rênes de la société et se lancent à la conquête de l'Europe. Portugal, Croatie, Russie. Désormais, ils opèrent 50 bateaux qui naviguent sur les plus grands fleuves du monde. Aujourd'hui, la saga familiale continue avec la 3e génération. Kim Schmitter, 26 ans, est l'une des petites filles du fondateur. Son travail, c'est de dénicher des excursions toujours plus originales. Sur le Mékong, il y a de la concurrence. 8 autres compagnies, dont des Allemands et des Américains. Avec Xavier, le représentant de la société à Phnom Penh, elle doit trouver des escales adaptées à sa clientèle. Des jeunes retraités, plutôt aisés et très ouverts sur la culture locale. Ok. Je vais voir ça pendant la bateau. Ok. Et comme ça, tu regardes et on voit si avec le bateau on peut venir. Parce que si on peut venir en bateau, c'est le top. Hein. Ça serait mieux de venir en bateau jusqu'ici en fait. Ah oui. Ouais. Bah là, t'as une vraie valeur ajoutée parce que déjà qu'on a un petit bateau qui s'adapte au fleuve et tout, si on arrive à aller sur les petites îles et dans les endroits où personne d'autre peut aller finalement que nous, c'est là aussi notre valeur ajoutée. Xavier a repéré une fabrique de soie artisanale peu fréquentée par les touristes. Kim veut comprendre toute la procédure de fabrication de la soie. Son traducteur lui explique chaque étape. Et ça, c'est 3e semaine. La 4e semaine, certains vers, ça devient jaune doré. Oui. Ce sont ces vers de mûrier qui se transforment en cocon. En 4 jours, ils produisent chacun 2 km de fil. Très résistante et d'une douceur incomparable, la soie khmer est considérée comme la plus belle de toute l'Asie du Sud-Est. Ici, la production est vendue à des grossistes de Phnom Penh. Donc ça marche avec les différentes... alors moi j'appelle ça des pédales, mais c'est les bouts de bois. Donc, je pense que ça peut être pas mal d'envisager de venir ici avec les clients. Après, il faut qu'on continue la visite et qu'on voit, mais je pense que c'est intéressant quand même. À 3 500 € la croisière, Kim doit tout vérifier. Ok, ici il y a les toilettes. Jusque dans les moindres recoins. Et apparemment, aux toilettes, il y a un petit problème. Alors, c'est acceptable pour vous? Non, si on travaille avec cet établissement-là, on demande systématiquement d'avoir des sanitaires propres. Alors c'est important les toilettes aussi pour les passagers. Donc là, non. À raison de 80 bateaux par an, ce sont plus de 4000 clients qui passeraient chaque année par ici. Une manne financière de 20 000 €. Ici, visiblement, c'est un endroit pour se rafraîchir et la boutique, je présume. Mais Kim pose une condition, que le village rénove ses toilettes. Dans cette course à toujours plus d'authenticité, le hasard fait parfois bien les choses. Sur le chemin, surprise, une cérémonie au beau milieu de la route. C'est un mariage. C'est fréquent en fait, dans les villes et les villages, on bloque les routes pour faire les mariages en plein milieu de la route. C'est énorme. Pour chasser les mauvais esprits, les mariés vêtus de rouge et d'or sont bénis par les proches de la famille. Ah, c'est incroyable. Le must pour Kim serait de faire venir ses clients jusque chez l'habitant. À peine arrivée dans cet autre village d'une centaine de maisons, elle est invitée à entrer chez une jeune femme. You want me to take off my shirt? Yes? Dans cette maison, elle habite avec ses 2 parents et ses 3 frères et sœurs. Et une belle-sœur qui habite aussi avec. Ok. Voilà. Donc ça fait 7 personnes par contre. Merci. À l'intérieur, une seule grande pièce. Tout le monde dort à même le sol. Ici, vous voyez l'hôtel pour les génies de la maison. Un petit hôtel pour le Bouddha. C'est une très jolie maison.
Une très belle maison traditionnelle en plus, avec toute sa famille. C'est assez rudimentaire quand même. Non, c'est leur façon de vivre. Le but, c'est de convaincre les propriétaires d'accepter que les passagers puissent visiter cet habitat traditionnel. Pas question de donner de l'argent directement à la famille, mais il faut que chacun y trouve son compte. Sous la maison, tout le monde travaille la soie. Pour Kim, la monnaie d'échange est évidente. Ok. La contrepartie, c'est en général, ils vont exposer ce qu'ils font et puis les passagers vont acheter. Et du coup, ça dynamise aussi leur quotidien finalement, parce qu'ils vont pouvoir trouver ils vont pouvoir acheter ce que les gens font en fait. Xavier, le représentant local, prendra le relais pour finaliser cette excursion. Et il faudra faire vite, car l'impression de la nouvelle brochure est dans 4 mois. Sur le pont de l'Indochine, l'équipage hisse le pavillon rouge et jaune, car le bateau vient d'entrer au Vietnam. Changement de décor, 14 millions d'habitants au Cambodge, 90 millions ici. Le Vietnam, un pays en pleine croissance économique, 6 fois plus que la France. Tout est beaucoup plus organisé ici, tout est industrieux, les gens sont des bosseurs dans ce pays, c'est impressionnant. C'est des gens qui sont prêts à travailler. Aujourd'hui, on est dimanche, tout le monde travaille à fond pour gagner sa croûte. À chaque arrivée au Vietnam, Chantal et le chef M. Haitit en profitent pour aller se ravitailler sur le marché le plus célèbre du parcours. Celui de Sa Dec, la ville où était scolarisée Marguerite Duras à l'époque de l'Amant. Au Vietnam, un dicton raconte qu'on peut manger tout ce qui vole sauf les avions et tout ce qui nage sauf les sous-marins. La preuve, sur les étals. Ils adorent les serpents, mais on n'en voit plus beaucoup maintenant. La dernière fois, il en avait un très gros. Ça, ce sont des escargots d'eau. Ils sont tous encore vivants. Ils les mangent, mais moi j'ai essayé, c'est très caoutchouteux. Ici, c'est une tradition. Les clients exigent de voir les animaux vivants avant de les passer à la casserole. Parfois, il y a des exceptions. Ce sont des rats, mais moi j'ai mangé des rats séchés, il paraît que ça a le même goût que le lapin. Normalement, ils ne doivent pas tuer les animaux, les bouddhistes. Donc, comme ils tuent les rats, après, 1 jour par mois, ils deviennent végétariens pour se faire pardonner. Cette viande, ils ne s'y risqueront pas. Le chef n'achète que des fruits et des légumes. C'est combien le kilo? 50 centimes. Alors j'en prends 3 kilos. Fruits du dragon ou pommes citer. Monsieur Haitit les intègre dans les menus pour que les passagers découvrent les saveurs locales. On met ça dans la salade. Et ça a quel goût? Ça a un petit goût acidulé. Il y a aussi cette drôle de tige aux fleurs roses. Ça, c'est du nénuphar. J'en fais de la soupe pour le personnel. Dernière sortie pour les passagers. Une balade en sampan au milieu des arroyos. Ces cours d'eau temporaires qui se remplissent lorsqu'il pleut. Puis l'incontournable photo-souvenir avec un python birman au prénom bien français. Ça, c'est Nathalie. Je vous présente Nathalie. Et Nathalie, elle n'a pas fait l'amour depuis 1 mois, paraît. La mue. Mais c'est notre guide qui nous a dit elle fait l'amour 1 fois par mois. Moi, je dis c'est aujourd'hui, on y va. Marcel. Viens, fais une petite photo. Elle est là, ta mamie. Elle est là, elle est là. Ce soir, ils seront à Saigon. Mais avant, leur bateau va devoir traverser le passage le plus périlleux de tout le parcours. Le canal de Chogao. Il relie le delta du Mekong à Ho Chi Minh Ville. Ici, 4000 bateaux se croisent chaque jour. Des péniches, des barges. L'Indochine est l'un des rares navires de croisière autorisés à naviguer ici.
grâce à son gabarit et à son capitaine vietnamien, M. Tran, 48 ans. Avant, il pilotait des bateaux de marchandises géants sur ce canal, dont il se méfie toujours. Ce passage est très délicat car il y a un fort coefficient de marée et avec le courant, le bateau avance vite. On est prioritaire car il y a des passagers à bord. Si on veut dépasser à gauche, on avertit 2 fois et pour passer à droite, 1 fois. 1 heure plus tard, Saigon, 10 millions d'habitants, est en vue. Dans ce pays communiste, les gratte-ciels poussent par dizaines. Marilène et Jean-Louis auront 2 jours pour visiter la ville avant de rentrer dans les Bouches-du-Rhône. En arrivant par le fleuve, c'est extraordinaire. Tu vois, toi qui hésitais de venir, j'ai bien fait d'insister pour que tu viennes faire cette croisière sur le Mékong. Bon, d'accord. D'accord. À la nôtre. À notre belle croisière. Ouais. Dans 6 mois, la compagnie alsacienne lancera l'Indochine 2, un nouveau bateau de 30 cabines avec piscine, pour répondre à la demande grandissante de cette croisière sur le Mékong.